Michel Saban, vice-présidente socialiste du Conseil régional d'Île-de-France et proche de DSK, était mon invitée dans le 20h en direct tout à l'heure et elle a réagi au film de toute la journée. Je pense qu'il est fatigué parce que, comme l'a rappelé votre collègue, 48 heures sans dormir. Non, il a l'œil combatif et c'est quelque chose de très important. Ce soir, c'est effroyable ce qui est annoncé ce soir. C'est une journée très épuisante et, pour tout le monde et pour lui en particulier. J'ai confiance d'ici à vendredi. Il va se battre, comme nous nous battrons aussi pour donner une autre image de Dominique Strauss-Kahn que celle qui est donnée aujourd'hui. Moi, je pense à lui d'abord. Vous pensez à lui d'abord, mais s'il en est là, c'est aussi parce qu'il y a eu cette plainte, c'est aussi parce qu'il y a cette affaire, c'est aussi parce qu'il y a des faits qui doivent être vérifiés. Ça, on ne peut pas le faire comme si ça n'existait pas. Évidemment qu'on peut être touché par l'image de cet homme dans le box et qui n'a même pas eu le droit de parler cet après-midi, mais il n'est pas là pour rien. Non, mais on est bien d'accord. Vous me permettez d'abord de penser à lui, si c'est possible. Bien entendu. Par ailleurs, je crois que c'est un des rares hommes politiques au monde à être aussi accusé, vilipendé pendant... Enfin, c'est pas nouveau, on le sait bien, vis-à-vis de Dominique Strauss-Kahn. Il dérangeait peut-être certains. Par ailleurs, là, ce soir, la prudence est de rigueur depuis que la juge s'est prononcée. Il est de notre responsabilité de faire en sorte de ne pas gêner sa défense, bien au contraire, d'être plutôt dans la solidarité, certes avec lui, avec sa famille aussi, mais aussi avec toutes celles et tous ceux, et on le voit depuis 48 heures, les militants, pas militants, qui ne comprennent pas et qui sont sous le choc. Autre réaction au PS, le porte-parole du parti, Benoît Hamon. Le Parti socialiste est dans une situation particulière. À la fois, nous ne sommes pas en cause, mais c'est l'un des nôtres qui l'est, que nous connaissons tous personnellement, dans une situation difficile et qui nous oblige aujourd'hui à nous en tenir aux faits. Le premier principe, c'est évidemment qu'il est présumé innocent, mais il faut aussi tenir compte d'une enquête et de la plainte d'une jeune femme. On va entendre maintenant précisément quelques réactions à droite du côté de la majorité. Des consignes de prudence et de modération avaient été données hier. Le ton a peut-être un peu changé aujourd'hui. Guillaume Daret, Philippe Dumail. C'était ce midi, quelques heures avant la décision du juge new-yorkais. On va avoir un mot, M. le Président, sur Dominique Strauss-Kahn. Il n'a rien dit, pas un mot. Silence radio pour Nicolas Sarkozy. Nous ne sommes pas les juges américains confiés à un très proche du chef de l'État. Pas question en effet de donner l'impression d'avoir déjà enterré DSK. Consigne passée à tous les ténors de la droite. Nous sommes dans une période d'instruction et c'est à la justice américaine d'établir les faits et de faire émerger la vérité. J'ai évidemment, comme tous les Français, été impressionné par l'ampleur considérable d'une affaire qui, si elle était avérée, serait évidemment extrêmement grave. La plus sévère, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il y a une victime avérée, c'est la France, dit-elle. En revanche, à gauche, Eva Joly, ex-magistrate, évoque des images très violentes. Je voudrais rappeler ici très solennellement que rien n'est prouvé et que la présomption d'innocence a tout son poids. C'est un drame, c'est un cauchemar. Clémentine Autain, ex-adjointe au maire de Paris, pense, elle, à la femme de chambre. En 2006, cette militante féministe avait révélé avoir été elle-même victime d'un viol. Je respecte totalement la présomption d'innocence pour Dominique Strauss-Kahn, mais on peut aussi se dire que cette jeune femme a été victime de Dominique Strauss-Kahn et c'est une hypothèse, franchement, qu'on ne peut pas exclure à cette heure. C'était l'étoile montante du gouvernement Jospin. Pendant 2 ans, ministre de l'économie, tout lui réussissait, tout lui souriait. Mais les premiers ennuis judiciaires surviennent en novembre 1999. L'affaire de la MNEF éclate. Dominique Strauss-Kahn est mise en examen pour faux en écriture. Premier coup d'arrêt à sa carrière politique. Si je démissionne, je le dis avec force, ce n'est en aucune manière parce que je me sens coupable. À l'époque, ses camarades socialistes le jugent fini politiquement. Je vous remercie. Mais au bout de 2 ans d'instruction, DSK est blanchi. C'est la première résurrection. Alors, il y a des coups, on prend des coups. Et je crois peut-être qu'on devient un meilleur responsable politique, un meilleur ministre lorsqu'on a su encaisser ses coups et qu'on a un peu durci son cuir.
Mais DSK n'en a pas fini avec la tourmente médiatique. Nouveau scandale, la fameuse cassette mairie mettant en cause Jacques Chirac. Dominique Strauss-Kahn est soupçonné d'avoir détenu ce document et de ne pas l'avoir remis à la justice. Je n'ai pas cru bon de la visionner. J'en ai fait aucun usage et je ne sais même pas où j'ai pu la mettre. Là aussi, Dominique Strauss-Kahn s'en sort indemne et rebondit jusqu'à son arrivée au FMI. En 2008, nouveau scandale, DSK est soupçonné d'avoir abusé de son autorité pour nouer une liaison avec une collaboratrice. Une liaison qu'il reconnaît, le FMI passe l'éponge et sur son blog, Anne Sinclair lui pardonne. Cette aventure d'un soir est désormais derrière nous. Nous avons tourné la page, nous nous aimons comme au premier jour. Je crois que la vie privée, c'est la vie privée. Et donc, si on veut qu'on respecte votre vie privée, il ne faut pas que vous l'étaliez. Et donc, je ne ferai pas de commentaires. Et une fois de plus, Dominique Strauss-Kahn rebondit. Le voilà même présenté comme l'un des hommes les plus puissants de la planète. En France, il est le favori des sondages, très loin devant Nicolas Sarkozy. Il y a quelques jours encore, DSK était au sommet de sa gloire. Aujourd'hui, au fond d'une prison à New York. Stéphane Breitner, on vous retrouve en direct à New York. Vous nous avez donné point par point les informations essentielles en début de journal. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots les principales décisions prises par la juge new-yorkaise qui était en face de Dominique Strauss-Kahn tout à l'heure ? Oui, d'ailleurs, un Dominique Strauss-Kahn qui était totalement hagard, ne sachant pas très bien où il était, où regarder. La juge a donc décidé, sur les arguments du procureur, de maintenir Dominique Strauss-Kahn en détention. D'abord parce qu'ils estimaient qu'il présentait un danger, qu'il pouvait fuir, puisqu'il avait été rattrapé in extremis dans l'avion qui le menait vers Paris. Ensuite, qu'il y avait des éléments à charge accablants contre Dominique Strauss-Kahn, notamment le témoignage de la victime, des prélèvements ADN, et que donc il était nécessaire que Dominique Strauss-Kahn, qui d'autre part avait d'autres antécédents, reste en prison ce soir. Il reste en prison pour au moins encore 4 jours, puisque vendredi, il y aura une nouvelle audience. Ce sera donc une audience où l'on devrait normalement fixer la date d'un futur procès. Stéphane Breitner en direct à New York. Merci Stéphane pour ces dernières précisions. Je me tourne vers vous, Dominique Verdaillan. Vous êtes notre chroniqueur judiciaire. On vous a entendu sur bien et bien des procès. Que vous inspirent ces images très étonnantes sans doute pour nous Français de Dominique Strauss-Kahn? Dominique Strauss-Kahn menotte aux mains face aux journalistes, puis Dominique Strauss-Kahn filmé dans ce tribunal, entendant, écoutant la décision qui a été rendue. On est dans une autre dimension, j'allais dire, on est dans un autre film qui n'a rien à voir avec notre justice française. D'ailleurs, Dominique Strauss-Kahn, quand il a comparu il y a quelques années pour d'autres dossiers, d'autres affaires devant le tribunal correctionnel de Paris, il n'y a pas eu d'image. Là, j'allais dire, il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de traitement de faveur, il n'y a pas non plus de droit à l'image. Vous l'avez dit, il y a cette image quand il sort cette nuit du commissariat de Harlem, il y a cette image à l'audience. On ne lui a pas demandé l'autorisation, c'est le magistrat, la magistrate qui a décidé d'exposer l'accusé devant toutes les télévisions du monde entier. Donc on est tout à fait dans une autre dimension et un autre vertige aussi, parce qu'on dit aujourd'hui, il encourt 70 ans. Il faut expliquer peut-être un petit peu pourquoi. Tout simplement parce que dans le droit pénal américain par rapport au droit pénal français, il n'y a pas de confusion des peines. On additionne les peines. Donc si on additionne ce qu'il encourt pour la tentative de viol, pour l'agression sexuelle et pour la séquestration, on arrive à ce chiffre de 70 ans. Souvenez-vous, il y a quelque temps, Bernard Madoff, condamné à 125 ans de prison. Et puis je crois aussi que probablement ce qui a joué dans la tête du procureur et dans la tête de cette juge, encore une fois, c'est une juge unique qui a décidé de la détention en France. La détention, elle est décidée par plusieurs juges. Bon, c'est aussi l'affaire de Roman Polanski, lui-même accusé dans les années 70 d'une affaire de mœurs, qui fait 42 jours, qui quitte les États-Unis. La justice américaine lui court après pendant 30 ans. C'est peut-être ce qu'on a voulu éviter aujourd'hui. D'un mot assez bref, Dominique, on dit parfois qu'en France, la justice est plus clémente pour les puissants. Est-ce qu'aux États-Unis, ça n'est pas presque l'inverse? Parce que vous êtes puissant, on mettra un point d'honneur à ne vous accorder rien de plus, et même peut-être l'inverse. Oui, c'est une façon, j'allais dire, de compenser ce qu'on dit de la justice américaine, que justement, si on est puissant, si on a de l'argent, on va avoir des avocats meilleurs pour se défendre. La compensation, c'est qu'on est comme ça exposé d'abord médiatiquement avant d'être exposé juridiquement, judiciairement.